Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de votre podcast éducatif sur les bonnes pratiques de médication du cheval athlète. Et bravo à vous d'avoir cliqué sur Play parce que cet épisode promet d'être instructif. Nous allons parler prévention des risques d'un contrôle antidopage positif lié aux contaminations alimentaires. Il est important de savoir que les contaminations alimentaires représentaient en moyenne 10% des cas positifs chaque année. Mais depuis quelques années, ces contaminations sont bien plus fréquentes et ont même atteint 30% des détections positives en 2022. Dans le podcast du jour et afin d'être le plus clair possible, nous allons traiter des contaminations alimentaires via les aliments concentrés uniquement, donc distribués en rations alimentaires. Les contaminations par le biais des fourrages élitières seront abordées dans un autre podcast. Oui, on a l'art du teaser à la FNCH. Pour aborder ce sujet au mieux et comprendre les risques de ces contaminations, Hélène Bourguignon, chef du service de biologie équine de la FNCH, est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs. Première question, qu'est-ce qu'un aliment concentré ? Alors, les aliments concentrés, ce sont les grains, les granulés, les floconnés. Historiquement, les chevaux de course étaient beaucoup nourris avec des aliments dits traditionnels, à base de céréales brutes, en général de l'avoine, de l'orge. Mais progressivement, cette alimentation traditionnelle, elle a été remplacée partiellement ou totalement par des aliments industriels, plus équilibrés et qui répondent mieux aux besoins spécifiques du cheval athlète. Comment ces aliments concentrés peuvent-ils présenter un risque pour le contrôle antidopage alors qu'ils sont formulés spécifiquement pour les chevaux ? Alors, il existe dans la nature un certain nombre de végétaux qui contiennent des substances actives qui rentrent dans la catégorie des substances prohibées. Et si ces végétaux sont incorporés dans l'aliment, en général de manière accidentelle, ils peuvent rendre un cheval positif au contrôle antidopage. Et je suis sûre que vous connaissez, Maxime, des végétaux de ce type. Oui, je pense au chocolat notamment, mais je ne suis pas le premier à partager mes goûters, même avec les chevaux. Vous faites pas si bien de le dire, Maxime, parce que je parlais il y a quelques semaines avec un entraîneur qui me confiait qu'un de ses anciens cracks adorait les BN et en mangeait un tous les jours. Et entre nous, c'était vraiment un comportement à risque. En effet, le chocolat, comme le café, le thé, font partie de la même famille et contiennent des substances prohibées comme la caféine, la théobromine ou la théophiline. Et ils ont une action stimulante qui est bien connue. Et le cacao est très riche en théobromine et les coques de cacao qui sont obtenues après extraction de la fève, elles peuvent être aussi fréquemment utilisées dans l'alimentation pour le bétail. Mais évidemment, les aliments pour les chevaux, ils ne doivent pas en contenir. Parmi les plantes qui contiennent des substances prohibées, il y en a une qui pose aussi souvent des problèmes dans les aliments pour chevaux, c'est le pavot. En effet, certains types de pavots contiennent de la morphine ou des dérivés morphiniques. Et ces pavots, ils servent notamment dans l'industrie pharmaceutique pour la production de morphine, qui est un médicament antalgique très puissant. Et ce sont les graines contenues dans les capsules de pavot qui sont utilisées pour la production de morphine, mais également les tiges et les feuilles qui sont séchées et broyées dans des usines spécialisées. Mais quel est le rapport entre le pavot et l'alimentation des chevaux ? Historiquement, ces usines, elles assuraient également le séchage de la luzerne qui sert à l'alimentation du bétail et des chevaux. Et il y avait donc un risque important de contamination croisée de la luzerne dans ces usines-là. Alors de nos jours, les fabricants sérieux d'aliments pour chevaux, ils achètent la luzerne que dans des circuits spécialisés en alimentation équine pour éviter ce risque justement. Mais il existe plein d'autres plantes qui contiennent des substances actives et qui peuvent se retrouver accidentellement dans les aliments. C'est pour cette raison que les fabricants d'aliments engagés dans un processus qualité performant, comme les marques qui sont adhérentes du CNEF, alors le CNEF c'est le Club de nutrition équine française, ces marques elles font tout un travail en amont de la fabrication pour choisir des matières premières qui sont les moins à risque. Et ces marques elles ont des plans de contrôle sur les matières premières afin d'écarter celles qui sont contaminées. Elles mettent en place et appliquent des procédures tout au long de la fabrication des aliments pour limiter les risques pour leurs clients. Alors c'est quand même difficile de nourrir ses chevaux sans prendre de risques, non ? Oui, tout à fait. Alors, si on nourrit en alimentation traditionnelle avec des céréales, il faut bien regarder les grains déjà au moment de la livraison, bien sûr, mais également de la distribution. Par exemple, si on donne de l'avoine, il doit y avoir que des grains d'avoine dans la gamelle. Ça paraît évident comme ça, mais pourtant, je me souviens du cas d'un entraîneur qui nourrissait ses chevaux avec de l'orge et de l'avoine, qu'il aplatissait lui-même. Et un de ses chevaux avait été contrôlé positif à la caféine et la théobromine, ce qui normalement est impossible avec ce type d'aliment. Il faut savoir qu'à chaque cas positif, on effectue une enquête pour comprendre les causes de la positivité du cheval. Et au cours de ces enquêtes, nous allons effectuer des prélèvements des aliments, des compléments alimentaires qui sont distribués aux chevaux, surtout quand on est face à ce genre de substances. Et dans ce cas, l'enquête avait permis de découvrir que son stock d'avoine qui avait été livré chez lui était contaminé par des petites graines noires. Et l'analyse de cette avoine et des graines noires, notamment, avait mis en évidence la forte teneur en caféine et en théobromine. Et l'examen visuel attentif de l'avoine permettait pourtant de voir qu'il y avait un problème, et ça aurait dû alerter l'entraîneur. Si on nourrit avec un aliment industriel, il est souvent impossible en revanche de voir à l'œil nu si la composition de l'aliment est conforme. Mais quand la livraison de l'aliment se fait par camion, par transfert en vrac dans une cellule ou un silo, il est important déjà de vérifier ce qui coule du camion.
Quand on connaît son aliment, il est possible de détecter des anomalies dans ce qui sort du camion. Normalement, ces camions, ils transportent des aliments pour chevaux. Ils sont censés ne servir qu'à transporter ça. Ou alors, si, ils doivent être parfaitement nettoyés si ils font 2 livraisons de nature différente. Et je me souviens du cas d'un entraîneur qui avait vu un granulé différent couler du camion avant que son granulé habituel n'apparaisse. Et un de ses chevaux avait été contrôlé positif à la caféine et à la théobromine ensuite. Et l'enquête avait montré qu'il s'agissait d'un aliment pour lapins en fait, qui avait été livré dans un élevage précédent. Donc il aurait fallu que l'entraîneur conserve un échantillon de l'aliment, par exemple. Oui, c'est effectivement une bonne démarche à avoir. Conserver une centaine de grammes de l'aliment pendant au moins 1 mois et demi après la fin de la consommation du concentré. Surtout si la livraison se fait en vrac. Et en fait, l'entraîneur aurait même dû refuser la livraison qui n'était pas conforme. Car malheureusement, en cas de contrôle positif lié à la consommation d'un aliment contaminé, l'aliment ingéré au moment du cas positif est souvent terminé. Il n'est plus présent dans l'écurie quand l'enquête commence. Et à quoi est dû ce délai justement avant que les enquêtes ne commencent? Alors, les prélèvements d'urine et de sang sont acheminés au laboratoire des courses hippiques et les analyses sont faites. Et s'il y a un échantillon positif, il doit y avoir ensuite une levée d'anonymat qui est faite sous un contrôle d'huissier. Tout cela prend environ 3 à 4 semaines avant que l'entraîneur ne puisse être au courant de la positivité de son cheval. Alors malheureusement, la seule façon de prouver qu'il s'agit d'une contamination involontaire, une contamination alimentaire involontaire, c'est d'analyser l'aliment et de prouver qu'il contenait la substance. Si le fournisseur est une marque sérieuse, comme celle du CNEF dont je vous ai parlé tout à l'heure, il s'engage à conserver de son côté des échantillons de chaque lot d'aliments et au-delà de leur date de péremption. Ça garantit une traçabilité en cas de souci. Et dans le cas contraire, il vaut mieux conserver soi-même un échantillon de l'aliment à chaque livraison. Il faut savoir que malgré toutes ces précautions que prennent les grandes marques, il y a eu par le passé plusieurs vagues de grosses contaminations alimentaires et qui montrent que personne n'est à l'abri d'un accident en fait. Oui, ça me rappelle quelque chose, justement, il n'y a pas eu une contamination aux chambres il y a quelques années? Oui, Maxime, certains de nos auditeurs s'en rappelleront peut-être aussi. Ouais, en 2019, il y avait une gamme d'aliments qui avait été contaminée par de l'acide cannabidiolique, qu'on appelle aussi le CBDA. C'est une substance dérivée du cannabis qui possède une action anti-inflammatoire. Et dans ce cas, c'était la luzerne utilisée dans l'aliment qui avait probablement été contaminée par du chanvre. Il y avait eu aussi en 2020 une gamme d'aliments industriels contaminés par du zylpatérol. Cette substance, c'est un promoteur de croissance, une sorte d'anabolisant en quelque sorte pour le bétail, et qui est autorisé dans certains pays du monde, mais pas en Europe. Et la mélasse qui avait été utilisée dans l'aliment industriel pour les chevaux et provenait d'un pays où cette substance est autorisée. Donc, sans doute un problème de contamination aussi. Dernière question, mais peut-être la plus importante, que se passe-t-il pour l'entraîneur en cas de contamination de ce type? Alors, au regard des codes des courses, c'est l'entraîneur qui est responsable de l'alimentation de son cheval. C'est à lui de prendre toutes les garanties pour que l'aliment qu'il utilise soit de bonne qualité. Si l'enquête permet de prouver qu'il s'agit d'une contamination alimentaire, c'est-à-dire que l'analyse permet de retrouver de manière formelle la substance à l'origine de la positivité, le cheval il va être distancé, le prix gagné devra être rendu, mais en général, les commissaires n'infligent pas d'amende à l'entraîneur. Charge à l'entraîneur de se retourner contre le fabricant d'aliments ou contre le transporteur pour obtenir un dédommagement. En revanche, si l'entraîneur il achète un aliment pour chevaux d'élevage ou chevaux de loisirs, l'aliment il va pas apporter les mêmes garanties et l'entraîneur il prend un risque. Et même les grandes marques ont des aliments plus bas de gamme qui n'offrent pas les mêmes niveaux de sûreté. Ces aliments, ils sont souvent moins chers. Et il y a une raison à cela, parce que les matières premières sont moins sécurisées, il y a des contrôles plus légers, voire inexistants, et donc les risques de positivité sont accrus. Donc le risque zéro n'existe pas. Il faut redoubler de vigilance pour l'alimentation des chevaux afin d'éviter les mauvaises surprises. Ouais, l'alimentation, c'est le carburant du cheval athlète. Elle doit être d'une qualité irréprochable à tous les niveaux, et c'est un poste très important dans une écurie pour apporter la meilleure santé aux chevaux et les accompagner dans leur performance. Mais on en reparlera dans un prochain podcast que je vous invite à suivre sur le site de la FNCH ou sur votre plateforme de podcast préférée, sur laquelle je vous invite aussi à laisser vos commentaires, des étoiles, des cœurs, ce que vous voulez. À très vite. Merci beaucoup Hélène. Merci Maxime, et merci à nos auditeurs. À bientôt.